Bonjour. Bonjour, voilà. Alors aujourd'hui, je distribue des prospectus. J'avais annoncé la semaine dernière les conférences du professeur Robert Rollinger à l'École normale supérieure sur les structures et l'idéologie impériale dans le monde antique, avec une insistance particulière sur l'empire perse achéménide. Donc je vous recommande vraiment d'y aller. J'ai assisté à la première, c'était excellent. Simplement, c'est les mercredis de... c'est les mercredis de... non, mercredi et vendredi de 10h30. Ah oui, parfois le matin, parfois l'après-midi. Il faut arriver quand même un peu à l'avance, parce que la salle n'est pas très grande et il y a du monde. Voilà. Donc vous pourrez, ceux qui sont intéressés pourront prendre la feuille en sortant. Alors, aujourd'hui, j'aborde donc le gros morceau de l'étude des temples en Asie centrale, des temples non bouddhiques en Asie centrale, c'est-à-dire les temples de Penjikent. Je terminerai peut-être aujourd'hui, peut-être ça débordera sur le cours suivant. Penjikent, vous en avez déjà entendu parler, c'est une ville située à 60 km à l'est de Samarcande, mais en territoire du Tadjikistan, alors que Samarcande est en Ouzbékistan. Cette ville a été fouillée depuis l'immédiate après-guerre par le musée de l'Ermitage. La fouille continue et c'est, peut-on dire, le seul site urbain pré-islamique qui a été aujourd'hui dégagé aux 2/3. Il n'y a pas d'autre exemple, à part le petit site fortifié couchant de Kampir Tepe, dont j'avais parlé il y a une dizaine d'années. En plus, les très grands atouts de ce site, qui ont été compris dès le début, c'est qu'il n'a pas connu de réoccupation, enfin disons, il a connu une réoccupation relativement brève après la conquête arabe, donc les niveaux préislamiques sont très accessibles. L'état de conservation est tout à fait remarquable. Certaines maisons sont conservées jusqu'au 2e étage, voire jusqu'au début du 3e. Évidemment, le répertoire artistique est considérable, notamment sous forme de peinture murale, à la fois dans les maisons, dans les temples et au palais. On n'a pas l'équivalent nulle part où que ce soit en Asie centrale, même dans des sites bouddhiques. Ah oui, dans des sites bouddhiques, mais en Chine, au Xinjiang. Alors donc, évidemment, la comparaison est rapidement venue avec la Pompéi. On a dit c'est la Pompéi de l'Asie centrale. C'est relatif comme comparaison parce que, certes, comme Pompéi, la ville est d'une certaine manière scellée par une catastrophe, mais du point de vue historique et sociologique, c'est quand même pas la même situation. Penjikent offre un faciès très particulier qui est dû à l'importance considérable de la classe aristocratique et de la classe marchande, qui d'ailleurs sont en partie la même. Voilà. Alors, on dit aujourd'hui que, historiquement, ça évoquerait plutôt Gênes au XIVe siècle. Si j'en parle aujourd'hui, c'est que les deux grands temples ont bien sûr été fouillés. Vous voyez ici, un ici, un ici. Le temple dit temple 1, un peu plus petit, et le temple 2 ici. En fait, ils sont rigoureusement contemporains, et ils ont été fouillés dès le début. Et vous voyez tout de suite la place qu'ils occupent dans la ville. Alors, pour vous donner une idée quand même de... Pour comprendre, il faut se mettre à la place des fouilleurs. L'émotion qui les a saisis quand ils ont dégagé en une campagne ou deux les façades des temples. C'était la première fois qu'on trouvait
en Asie centrale des temples préislamiques, à part, encore une fois, les édifices bouddhiques. Vous voyez, alors ici, c'est une photo relativement récente parce que les arcs de la façade ont été en partie restaurés. Ça, c'est plutôt à la fin des années 40, c'est au moment de la fouille. Et puis, ce que vous pouvez constater, c'est que dès le début, on a trouvé des peintures murales qui étaient conservées. Voilà, ici, avec des personnages debout, encadrant l'entrée, le temple 2. C'est la première fois qu'on trouvait un tel état de conservation de peintures murales depuis les grandes explorations des temples bouddhiques du Xinjiang par les expéditions du début du XXe siècle. Mais là, c'est dans un contexte qui n'est pas bouddhique. Il faut se rappeler le contexte historique de l'époque. Ils ont travaillé au départ avec des moyens techniques très faibles, peu de finances et des moyens, beaucoup de main-d'œuvre et une technologie primitive. Vous voyez, il n'y avait pas de brouettes. C'est des zumbil, des espèces de brancards. On a connu ça, nous aussi, en Afghanistan, à certains moments. La technologie de la brouette n'avait pas atteint cet endroit. On était donc, le site avait été repéré avant la guerre par l'archéologue Grigoriev, qui n'y avait pas fouillé, mais qui, dans un rapport, avait signalé que c'était un site qu'il fallait absolument fouiller. Et puis surtout, on savait depuis 1932, par les archives du dernier roi de Penjikent, qu'on avait retrouvé dans la montagne, à 120 km à l'est, les documents du Mont Moog. On savait que ça avait été une principauté importante. On connaissait le nom de son dernier roi, on l'avait retrouvé dans les chroniques arabes, on connaissait les circonstances dans lesquelles elle avait été prise par les Arabes en 722. Donc, tout incitait à venir y travailler. La seule vraie déception, c'est qu'on n'a pas retrouvé d'archives à Penjikent même. Tout simplement parce que les conditions en étant pleines de l'eus, les matériaux organiques se conservent très mal et les documents du Mont Moog avaient dû leur survie au fait qu'ils étaient dans une espèce de cavité dans un site de montagne très sec. C'est les mêmes conditions dans lesquelles on a retrouvé les archives bactriennes en Afghanistan, à Rob. On ne trouve pas on trouve évidemment certains documents écrits dans ces sites, mais ce n'est pas du tout les paquets qu'on peut trouver dans des grottes. L'espoir de trouver des nouveaux documents sogdiens en sogdiane et bactrien en bactriane, ce sont les grottes, ce ne sont pas les sites. On était la fouille a commencé en 1947. Les fouilleurs venaient de Saint-Pétersbourg, de l'Ermitage. À Saint-Pétersbourg, on crevait de faim, 2 ans après la guerre, et la situation n'était guère meilleure au Tadjikistan rural. C'est des choses qu'on sait maintenant parce que les langues se sont déliées, mais les années d'après-guerre ont été quelque chose d'épouvantable du point de vue économique. À Samarcande et Boukhara, on ramassait des morts dans les rues le matin. Donc, il faut garder tout ça à l'esprit. Et ils ont trouvé de quoi se consoler avec ce qu'ils étaient en train de dégager, avec un enthousiasme immense. Bon, alors évidemment, la technique de fouille de l'époque, c'était des grands dégagements. Il n'y avait pas de notion de la stratigraphie qui pourtant avait commencé à s'imposer dans l'archéologie en Occident, et encore pas partout.
Et je rappelle que, par exemple, la fouille de Surcotal, menée dans les années 50, n'était pas une fouille stratigraphique. Il y a eu un peu de stratigraphie à la fin. Là, c'était vraiment du dégagement, au point que pendant assez longtemps, les fouilleurs ont pensé que c'était un site monostrate, qu'il n'y avait pas de superposition de niveaux. En fait, on s'est aperçu ensuite que c'était faux, qu'il y avait une périodisation sur... la ville avait vécu à peu près 3 siècles, il y avait toute une périodisation. Au début, tout ça a été occulté. Alors, la fouille dans, disons, son premier état, c'est-à-dire les grands dégagements, qui ont quand même donné lieu à des relevés architecturaux assez précis. Elle a eu lieu donc de 1947 à 1953. Puis elle a été interrompue parce que les fouilleurs se sont concentrés sur les grandes maisons aristocratiques de la ville qui fournissaient des peintures, je dirais, au kilomètre carré. Et puis finalement, fort de l'expérience acquise en ville et de la mise en évidence d'une véritable périodisation dans la ville, ils ont repris la fouille du temple à partir de 1963. C'est Boris Marchak, qui était à l'époque, qui n'était pas à l'époque le directeur de la fouille, qui a repris la fouille du temple, et puis ensuite Valentin Škoda. Ça a duré jusqu'en 2007, et finalement Škoda a publié ce livre général sur la fouille des temples de Penjikent. Je sais que, bon, Marchak était un peu réservé sur certains aspects du livre qui trouvait peut-être parfois manquant un peu de soin. En tout cas, on est bien content de l'avoir. Mais bon, il faut savoir que ce n'est pas la publication exhaustive de la fouille des temples. C'est-à-dire que les œuvres d'art ne sont publiées que sous forme de choix, avec des renvois à d'autres publications où là on trouve les peintures. Il a, pour des raisons, je pense, d'économie budgétaire, il n'a pu publier que des choix de photos et de dessins de peinture illustrant ces hypothèses chronologiques. Voilà. Mais ce n'est pas du tout, c'est pas une présentation globale. Par ailleurs, il n'y a pas de photos en couleur. Les photos en couleur, il faut les trouver ailleurs, les chercher ailleurs. Heureusement, dès le début, l'équipe a publié des albums avec d'abord de belles aquarelles et puis ensuite des photos en couleur. Alors, il faut savoir aussi que l'interprétation globale de ces temples a hésité. Dans les 2 premières grandes publications en russe, donc parues à Douchanbe, qui à l'époque s'appelait Stalinabad, en 1953 puis 1956, l'idée qui était retenue est que, surtout par l'un des fouilleurs, le directeur Belenitsky, qui était quand même décontenancé par ce qu'on trouvait là, qui n'était pas bouddhique, mais qui ne rentrait pas non plus vraiment dans le cadre de pensée du zoroastrisme tel qu'on se le représentait d'après les textes. Il a pensé que c'était manichéen. Bien. Mais un peu par défaut en réalité. On sait que le manichéisme était influent dans la région. Et puis assez rapidement, il a changé d'avis parce qu'on est sur la foi d'autres comparaisons, meilleure approche des textes. On a compris que ça rentrait quand même dans l'orbite du zoroastrisme, même si le zoroastrisme sogdien avait des caractères très particuliers, et notamment l'utilisation massive d'images de culte, qui n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout, une caractéristique du zoroastrisme iranien. Alors,
les circonstances de la fondation. La ville est fondée dans la première moitié du 5e siècle de notre ère. On ne peut pas être plus précis avec le matériel qu'on a. Donc, ça correspond à l'époque de la domination de royaumes huns, ce qu'on appelle les Kidarites, les Hephthalites, qu'on connaît mieux au sud, mais dont on sait qu'ils dominaient aussi la région. C'est au lendemain de grandes invasions, mais la région s'est très vite relevée, contrairement à la Bactriane. Et d'ailleurs, on soupçonne que des réfugiés venus du sud ont joué un rôle dans ce renouveau urbain que connaît la Sogdiane au 5e siècle. Les deux temples occupent d'emblée 1/5 de la surface de la ville basse. C'est énorme. Et ça avait été, c'est pas quelque chose qu'ils ont grignoté. Ça leur a été attribué dès le début. À eux deux, ils font 1,3 hectares. Je compare ça avec la grande mosquée de Samarcande où j'ai fouillé, qui fait 1,4. Voilà. Donc c'est une taille équivalente pour les deux ensembles, qui s'étendent jusqu'à cette rue. Hein. Ça appartient aussi au temple, les portiques, les cours, etc. Et puis alors, ce qu'on voit aussi, c'est que ils se sont inscrits dans le schéma général d'organisation urbanistique. C'est-à-dire que la limite nord, la limite entre les deux temples, la limite sud, les limites nord-sud s'inscrivent, occupent des pâtés, des îlots qui avaient été prédéfinis au moment de la fondation de la ville. Donc ça, c'est très important. Les deux temples sont, dès le début, partie intégrante du schéma urbanistique. Donc, je l'ai dit, il y en a deux, qu'on appelle temple 2 et temple 1. Alors, en fait, on s'est rendu compte après qu'on aurait dû les nommer à l'inverse. Parce que ce qu'on appelle le temple 2, qui, je le dis tout de suite, est le temple de la grande déesse Nana, a toujours est en fait visiblement, dès le début, un peu plus grand dans son emprise. Les cours ont la même emprise, mais vous voyez, celui-là c'est plus étroit, c'est plus large pour celui-là, et le bâtiment principal est aussi sur terrasse, est aussi plus grand. C'est visiblement lui qui était le temple principal. Voilà. Et ici donc c'est le temple 1. Voilà une tentative assez fiable par Marchak de reconstitution de la façade, je crois, du temple 1, avec des portiques en bois, voilà, qui portent des consoles très ouvragées, et puis une corniche à dentelure. Ça a une allure un peu chinoise, en fait. Bon, quand on va à Xi'an et qu'on voit, par exemple, la grande église chrétienne, on pense tout de suite à ça. On voit que ce sont des traditions qui ont existé aussi en Chine. Donc d'emblée, il y a deux temples, et ce qu'on a su, mais relativement tard, c'est qu'il y avait probablement eu, je l'ai dit tout à l'heure, une intervention d'immigrés du Sud au départ. Parce que dans les chapelles annexes des deux temples, on a retrouvé enfouis, donc c'est un dépôt sacré, des objets qui sont visiblement antérieurs à la fondation de la ville et qui ne viennent pas de la région. Ils viennent du Sud. Là, il y a deux médaillons en argent qui sont en fait, vous voyez, des copies de médaillons de style hellénistique. Ils ne sont pas d'époque hellénistique, mais c'est des copies. Et ici, on a une statuette assez grande, je crois qu'elle fait à peu près 30 cm de haut, en plâtre, de ce qui est visiblement une déesse, et c'est un style qui rappelle tout à fait l'art du Gandhara. Ces objets ont très bien pu venir de Bactriane.
Et s'ils ont été enfouis comme dépôts votifs dans les chapelles des temples, ça veut dire quelque chose. C'est que c'est un souvenir, sinon des premiers colons de Penjikent, du moins de gens qui avaient joué un rôle dans la fondation des temples. Je dis tout de suite que le nom même de Penjikent pose problème, bien que morphologiquement il s'analyse très bien. Kent, ça veut dire ville en sogdien, Panj, ça veut dire 5. Mais alors, bon, il y a plusieurs façons de voir les choses. La région que dominait Penjikent, qui est en fait la haute vallée de la rivière Zerafshan, s'appelait le Panj. Alors, est-ce que ça veut dire le Panj parce que ça dépend de Penjikent? Et à ce moment-là, Penjikent, les 5 villes, alors, aurait peut-être été fondé en regroupant la population de 5 villages. C'est une des hypothèses. Ou bien est-ce que c'est la région qui a donné son nom à la ville? C'est-à-dire que le Panj, ça peut se compter comme 5 vallées. Il y a la vallée du fleuve Zerafshan, la vallée principale, et des affluents. Donc ce serait le pays des 5 vallées. C'est un type de formation régionale qu'on trouve à plusieurs reprises en Asie centrale. Il y a le pays des 7 rivières, le pays des 9 rivières. Alors, il y a le Pendjab au Pakistan, bon, les 5 rivières. Donc ça serait peut-être le pays des 5 rivières, et Penjikent serait la ville du Panj, c'est-à-dire la ville du pays des 5 rivières. Moi, je pense plutôt à cette interprétation. Autre indice qui fait penser que des gens sont venus d'ailleurs, c'est que les bases, je l'ai dit tout à l'heure, les colonnes sont en bois, et les chapiteaux aussi, mais les bases sont en pierre. Mais ce sont des bases disparates, qui visiblement ont été amenées d'ailleurs. D'où, on ne sait pas, alors. On se plaît à rêver qu'il y a peut-être eu un temple grec quelque part dans la région, il reste à trouver. On a récupéré ces bases quand on a construit ces temples. Alors, je vous montre rapidement l'évolution progressive de l'architecture. En fait, les grandes lignes sont définies dès le début, avec des bâtiments principaux à celle-là et salle à 4 colonnes qui se dressent sur des plateformes à degrés, avec, semble-t-il, dès le début, 2 cours avancées. C'est un plan qui, en fait, qui va subsister. C'est un plan axial. Ça n'est pas un plan centré, comme le plan des temples du feu d'Iran. Visiblement, on arrivait en procession. Et vraisemblablement, il y avait un filtrage progressif dans les cours. Et tout à la fin, seuls les prêtres pouvaient entrer dans la cella. En fait, ça rappelle, ce plan général, ce schéma général axial rappelle assez Surcotal. Sauf qu'à Surcotal, on a des terrasses. Et ici, à la place de terrasses, on a des cours. Avec les cours, ça rappelle aussi Djar-Tepe, dont j'ai parlé la dernière fois. On pense que les cellas, ici, des pièces assez peu profondes, entourées de sacristies, ont toujours comporté, sur le mur de fond, une ou plusieurs images de culte. Mais là, dans aucun des 2 temples, ça n'a été retrouvé. Tout ce qu'on a trouvé, c'est au temple 1, une grande oreille d'animal en bronze qui devait provenir du trône de la divinité. Mais bon, ça ne nous dit pas si c'est un cheval, on va dire Mitra, si c'est un lion, on va dire Nana, si c'est un bélier, on va dire le Farn, mais évidemment, ce n'est pas avec une oreille en bronze qu'on va pouvoir trouver vraiment ce que c'est. Dans chacun des temples, il y a eu au moins depuis la 3e phase, enfin déjà, oui, disons, fin du 5e siècle, il y a toujours eu une chapelle ou un ensemble de chapelles annexes. Vous voyez, c'est ici et c'est là. Et puis, ces chapelles se sont déplacées éventuellement. Finalement, c'est parti. Ça a changé de côté. Mais on voit très bien qu'il y a toujours... Le culte qui occupe la cella principale n'est jamais le seul.
Et puis, autre détail intéressant, à la fin, mais on pense que c'était en fait dès le début, il y a des rigoles d'adduction d'eau, vous voyez, dans les cours, et on a trouvé les traces de racines. Donc, il y avait une végétation sacrée. Et alors, on pense tout de suite à Aïr-Hanoum, parce qu'au grand temple d'Aïr-Hanoum, on a la même chose. Depuis le début, on a des adductions d'eau dans la cour, certainement une végétation, et par ailleurs, à Aïr-Hanoum aussi, on a une chapelle annexe qui s'est déplacée, mais qui a toujours existé. Voilà, je fais défiler tout de suite. Voilà l'allure que devait avoir le temple 2 à la fin, avec des grands portiques. Voilà, l'artiste a esquissé un dessin de peinture. À un certain moment, ça n'a pas duré très très longtemps, à peu près entre 450 et 530, le temple 1 a reçu quelque chose de spécial que n'a pas l'autre. C'est un petit ensemble centré sur le culte du feu qui est accolé à la plateforme principale. J'en ai déjà parlé à propos de Surcotal. Vous voyez, ici, une petite cour où il y avait un arbre, peut-être un arbre sacré. Là, une sorte d'antichambre où il y avait des grands vases pour faire des ablutions. Donc visiblement, c'est là qu'on priait. Et puis il y avait une fenêtre qui permettait de voir la chambre du feu. Ça, c'est vraiment caractéristique des temples du feu, où seuls les prêtres peuvent entrer en présence du feu. Les fidèles regardent de l'extérieur. Et ici, souligné en rouge, un foyer en argile, ça peut être parfois en pierre, voilà, avec 4 colonnes. Ça, c'est vraiment le schéma typique sassanide des temples du feu. Donc, c'est donc exactement ce qui s'est passé. C'est la même chose que ce qui s'est passé à Surcotal, où je vous en ai déjà parlé. La différence, c'est qu'à Surcotal, ça correspond à un moment où il n'y a plus de culte dans celle-là principale. C'est vraiment un changement de culte. Alors qu'ici, à Penjikent, la cella principale n'a jamais cessé de fonctionner. Et en fait, il y a un lien architectural entre les deux, puisque vous voyez qu'il y a un escalier qui permet de gagner directement du temple au petit sanctuaire du feu. Voilà, la photo évidemment n'est pas très bonne, mais Ram Agnya, oui, voilà. Oui, enfin, on voit ici la trace du foyer. Et puis là, on voit les marches. Alors, les fouilleurs ont pensé que le lien était dans le sens feu vers statue. C'est-à-dire qu'on aurait amené en procession une flamme sacrée issue du feu, voilà, du feu sacré, on l'aurait amené en procession devant la statue de la divinité. Mary Boyce m'avait suggéré que c'était peut-être l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer, comme le feu sacré zoroastrien reçoit des offrandes de graisse animale, on pourrait aussi imaginer qu'on sacrifiait quelque part dans le temple principal pour la divinité qui était là, la divinité principale, et que le feu sacré qui était en bas recevait sa part de graisse. Donc ça aurait été le lien aurait en fait été inverse, avec peut-être une hiérarchie là suggérée qui faisait dépendre les sacrifices du bâtiment principal du feu sacré. On ne peut pas aller au-delà dans les hypothèses et on ne pourra certainement jamais aller au-delà. À la fin, dans les dernières périodes,
Structurellement, ça reste très conforme au plan ancien, hein. Bâtiment principal. Bon, le temple du feu n'existe plus. Voilà, avec des escaliers qui montent, portique sur la rue, première cour, deuxième cour, portique à colonnes de bois, salle à 4 colonnes et celle-là. Et chapelle annexe qui, là, est stabilisée côté nord pour le temple 1 et côté ouest pour le temple 2. On a des... on voit apparaître à l'angle du temple 1 une petite maison, une résidence, hein, avec une salle de réception à 4 colonnes, des chambres, une petite résidence. Alors, on a pensé que c'était le logement de fonction, soit du prêtre, soit du sacristain. Et alors, surtout, ce qui caractérise la dernière période, c'est qu'on décore absolument partout. Partout. Il se peut aussi que pour les périodes antérieures, il y ait eu aussi beaucoup de décors et qu'ils ne nous soient pas parvenus. Mais enfin, là, on a l'impression d'une espèce d'émulation, visiblement, des donateurs commandent un peu partout des peintures de divinités, des cycles entiers, des cycles peints, je vais en montrer, des sculptures de terre crue dans des niches. On a l'impression que les grandes familles de la ville sont en compétition pour laisser leur marque dans le temple. Et ça irait assez bien avec ce qu'on sait de la situation politique de Penjikent dans les 10 dernières années avant l'indépendance, c'est-à-dire qu'il y a eu un surpeuplement aristocratique. On voit une multiplication des grandes résidences aristocratiques dans la ville, et on met ça en rapport avec la chute de Samarcande en 712. C'est-à-dire que Penjikent a survécu 10 ans à la chute de Samarcande, et il se pourrait qu'une population d'émigrés politiques se soit réfugiée à Penjikent. Et ça, les textes permettent vraiment de le supposer. On voit très bien qu'après la chute de Samarcande, l'aristocratie de la Sogdiane centrale se scinde en 2 camps. Un camp qui joue la carte de l'ancien souverain de Samarcande, qui lui-même a accepté en fait la domination arabe, et un camp, on va dire, de résistants qui rejoint Penjikent, où quand même les choses ne sont pas très claires parce que le roi de Penjikent, Dewashtic, il a quand même tourné kazakh à certains moments. Hein. Là, on a récemment fait observer que dans l'historiographie soviétique, qui voyait évidemment ces événements avec des yeux politiques contemporains, le dernier roi de Penjikent, Dewashtic, parfois c'est un grand résistant. Voilà, c'est De Gaulle. Et puis, pour d'autres, qui se fondent aussi sur ce qu'on voit dans des lettres qu'il écrit au gouverneur arabe, c'est Pétain. Voilà, il collabore, il se rallie, etc. Et vraisemblablement, ce qu'on dit maintenant, il était sans doute ni l'un ni l'autre. C'était un souverain local qui s'était forcé, dans un contexte de plus en plus difficile, de maintenir une certaine indépendance, éventuellement en allant chercher des alliés très loin, puisque on sait par exemple qu'il a essayé de jouer la carte turque au moment où les Turcs ont fait des incursions en Sogdiane. Alors pour ça, je renvoie à un article que j'ai écrit il y a assez longtemps avec Étienne de la Vessière, qui s'appelle, enfin c'est en anglais, en français c'est « Les derniers jours de Penjikent ». Vous vous doutez bien pourquoi on a choisi ce titre. Et c'est une tentative de reconstituer les intrigues politiques à Penjikent dans les 2 dernières années de l'indépendance de la ville. Vous verrez que c'est extrêmement
compliqué et que ça n'est pas à voir avec des schémas résistants collabos. On n'a pas trouvé, alors on a trouvé beaucoup de peintures, de sculptures de terre crue qui avaient visiblement été offertes par diverses familles, mais on n'a pas d'indice, peut-être ça a échappé aux fouilleurs, enfin, on n'a pas d'indice explicite de patronage royal. Alors ça, semble-t-il, ça fait une différence avec les temples couchants qu'on a examinés précédemment, où, au moins dans 2 cas, à Rabatak et à Surkotal, on voit très bien qu'au départ, c'est la puissance royale qui est déterminante. Alors, ça s'accorderait assez bien avec l'image qu'on a maintenant de ce qu'était la monarchie sogdienne, c'est-à-dire une monarchie pas très puissante, en fait, qui devait négocier sa position par rapport aux grandes familles. C'était une espèce de... Elle était en fait cantonnée dans un rôle diplomatique et militaire, mais ça n'était pas du tout... ça n'est pas une monarchie forte. On voit par exemple que les successions dynastiques ne sont pas stables, certains rois sont révoqués, le roi ne peut pas forcément nommer son successeur. Ça irait assez bien avec ce tableau. Alors, détail important, dans les toutes dernières périodes, la dernière période et date en fait des quelques décennies, peut-être même des 20 ans avant la conquête de Pelgiken par les Arabes en 722. Je dirais c'est la période des marchands du temple. C'est-à-dire qu'on cloisonne partout et on a partout des installations artisanales qui s'installent. On a des boulangers. Alors on a dit, ah bah oui, dans le rituel zoroastrien, il y a des pains. On utilise des pains dans le service. Bon, ça peut faire, à mon avis, je crois que c'est tout simplement les boulangers qui servaient les pèlerins. Bon. On a un atelier de fondeur. Alors, est-ce qu'on dédiait des chaudrons en bronze, comme on a des indices dans d'autres temples? Cet atelier de fondeur, d'ailleurs, a réoccupé une partie de la maison du prêtre ou du sacristain. On a aussi une activité d'enseignement, ça c'est très intéressant. Il y avait visiblement une école, au moins dans un des temples, parce qu'on a retrouvé un alphabet sogdien qui portait des corrections. Donc on voit qu'il y a une école. Bon. Peut-être une école de prêtres, peut-être une école plus générale. On a fait l'hypothèse aussi que les assemblées de la structure municipale qu'on appelle le NAF. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer cette institution à propos des reliefs de bois, de la porte en bois de Kafir-Kala que vous avez vu à l'Expo du Louvre récemment. Il y a vraiment un corps constitué des grandes familles qui contrôlent le pouvoir royal. On peut se demander où est-ce qu'ils se réunissaient. Dans la ville, en fait, c'est tellement densément occupé que on ne voit pas très bien où ces réunions pouvaient se tenir. Bon, évidemment, ça aurait pu être à l'extérieur du rempart, mais on a pensé aussi que ça aurait pu très bien être dans les cours des temples. Alors, une activité... il y avait des offrandes, évidemment, puisqu'on en a très très peu retrouvé. Il faut dire que les 2 temples ont été l'objet d'un pillage en règle après la chute de la ville en 722. Il y a une des pièces qui, en fait, visiblement a servi de lieu de recel pour les pillards du temple. On voit très bien qu'à ce moment-là, la structure urbaine se désagrège avant de se reconstituer un peu plus tard. Donc, bon, c'est des débris. Hein. On a trouvé des bijoux. Alors, je rappelle, ce qu'on a vu la dernière fois, les dames qui déposent leur collier devant la statue de la déesse. On a trouvé des petites étiquettes, des ostracas, des étiquettes sur tessons de poterie qui portent uniquement un nom. C'est visiblement des ex-voto. Ça doit être des étiquettes qui étaient attachées
à des dons qui étaient déposés dans le temple. Le fait qu'il y ait eu des ex-voto plus luxueux, en or, est attesté sur feuille d'or. On a vu ça, j'ai déjà eu l'occasion de montrer ça à propos du trésor de Loxius et du trésor de Mirzakar, des images d'adorants ou de divinités ou de ce pourquoi on prie la divinité gravées sur des feuilles d'or. Alors, on sait qu'il y en avait parce qu'on a trouvé un cahier de feuilles d'or non utilisées. Comme d'ailleurs on en a un à Tarti-Sanguine. On voit très bien comment ça se passe. Dans le temple, il y avait des artistes qui prenaient à la commande des ex-voto. Le pèlerin ou le fidèle indiquait ce qu'il... alors évidemment, parfois aussi, j'imagine, on pouvait choisir sur catalogue. Il devait y avoir un certain nombre de modèles qui étaient exposés, mais probablement aussi le fidèle devait avoir la possibilité de commander ce qu'il avait envie de laisser à la divinité. Donc ça, c'est attesté par ce cahier. Alors, quelque chose qu'on aurait bien aimé retrouver, parce qu'on pense qu'il a existé, c'est l'atelier monétaire. Alors, il se trouve, pourquoi est-ce qu'on pense qu'il y avait un atelier monétaire? C'est parce que dans la dernière période de l'indépendance de la ville, les monnaies de la ville, très curieusement, ne portent pas le nom du roi, qui est donc Dewashtich, celui qui a eu une politique fluctuante que je viens d'évoquer, mais elles sont émises au nom de la déesse Nana, qui, l'inscription indique Panchi Nanavamban, c'est-à-dire Nana, la dame du pays de Panj. Donc la reine, c'est elle. Alors on a supposé, oui, peut-être qu'il avait une femme qui s'appelait Nana et que peut-être il tenait ses droits au trône de sa femme et qu'il s'est effacé derrière elle. Non, ce sont des monnaies émises dans un temple. Et ça laisse supposer qu'à cette période, il se passe des choses bizarres à Penjikent et peut-être que le clergé du temple 2, parce que voilà, c'est lui le temple de Nana, se serait émancipé ou peut-être n'aurait pas reconnu véritablement. Il se trouve que Dewashtich s'est proclamé roi de Sogdiane à ce moment-là, en concurrence avec celui que protégeaient les Arabes. Bon, il se pourrait que le clergé local n'ait pas reconnu cette prétention et ait affirmé son autonomie en émettant lui-même les monnaies de la ville. En tout cas, ça supposerait qu'il y avait un atelier monétaire dans le temple, mais on ne l'a pas retrouvé. Alors, maintenant, la grande question... qu'est-ce qu'on adorait dans ces temples magnifiques? On n'a pratiquement pas retrouvé de mobilier de culte. Donc ça, c'est une différence par rapport au temple voisin, en fait, de Djar-Tepe, que je vous ai présenté, où on a un mobilier de culte qui évoque une liturgie zoroastrienne. Là, on a uniquement, pour juger, on a l'architecture et surtout l'iconographie. Et l'iconographie, elle est beaucoup plus riche que partout ailleurs dans n'importe quel temple d'Asie centrale. Ah, peut-être, oui, d'Ilbergine dont j'ai parlé, où il y a une iconographie effectivement très abondante. Oui, ce sont les deux exemples où on a vraiment beaucoup d'images de divinités. Alors, prenons temple par temple. Au temple 2, celui-là, la plus ancienne divinité attestée, mais ce n'est pas dans la cella principale, hein. C'est dans la chapelle annexe. C'est une déesse c'est une déesse sur un trône, vous voyez. Alors, il semble qu'au départ, elle ait eu que 2 bras et que finalement, elle en ait eu 4. Mais il se pourrait aussi que... Ouais, là on voit un bras, là on en voit 2, mais c'est peut-être tout simplement que l'artiste a corrigé. Et elle n'avait que 2 bras et il les a représentés de 2 manières différentes. Elle tient une espèce de bannière à clochette.
Elle tend un anneau rubané, donc indice d'investiture royale vraisemblablement. Elle a des fleurs sur sa couronne. On voit qu'elle a des gens qui l'adorent, et notamment, regardez bien parce que ce n'est pas très très clair, mais on voit ici une dame qui tient un collier. Exactement ce qu'on a vu à Djar-Tepe. Elle est sur un trône porté par une espèce de dragon chien, bon, un griffon avec des ailes, sur lequel je vais revenir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le schéma iconographique de cette déesse reprend exactement ce qu'on a un peu plus tôt sur des monnaies de la dynastie Kushano-Sassanide émises à Bactre. Toujours présence possible d'un élément bactrien à la fondation du temple. Vous voyez, on a même les fleurs dans la couronne, l'anneau rubané. Bon, là, il tient une lance, qui probablement était le cas aussi ici. C'est vraiment extrêmement proche. Et cette déesse, elle est nommée, sur ces monnaies de Bactre, elle est nommée Anaïta. Anaïta, la dame. Ce qui est un peu insolite en Asie centrale, parce que la déesse, d'une manière générale, la grande déesse zoroastrienne des eaux, Anaïta, a tendu à être absorbée ou à s'effacer derrière Nana, déesse d'origine mésopotamienne, dont j'ai déjà été amené à parler. Mais Anaïta a une sorte de retour de santé au moment où les Sassanides dominent la région, parce que c'est la déesse de la dynastie sassanide, sous son propre nom. Donc, comment va-t-on l'appeler, celle-là? Alors, on va peut-être bien l'appeler Anaïta, en fait. D'ailleurs, il y a quelques Sogdiens à cette époque qui ont des noms formés sur la déesse Anaïta. C'est peut-être Anaïta que des gens venus de Bactre ont amené avec eux, donc je reviens au processus de fondation des temples, qu'ils ont amené avec eux et qu'ils ont représenté selon les conventions qui avaient cours chez eux. Alors, cette même déesse, alors dans ce même ensemble de chapelles annexes du temple 2, on a, au siècle suivant, au VIe siècle, peut-être la même déesse. En tout cas, là, elle a vraiment 4 bras. Et c'est une version indianisée. Vous voyez la façon dont les chaussures sont représentées. Et l'espèce de griffon qu'elle avait dans la première version, avec des ailes, une tête de chien, des écailles de poisson. Alors, est-ce que c'est des écailles, est-ce que c'est des ailes? Il s'est transformé en une créature aquatique, un monstre aquatique, avec un corps de serpent. Alors, bon, visiblement, elle est liée, là c'est clair, c'est une divinité liée aux eaux. Alors, est-ce que c'est encore Anaïta, dont la fonction principale est d'être la patronne des eaux? Alors, en poussant les choses plus loin, ce que j'ai tenté de faire, bon, mais sans être totalement convaincu, on sait que un des attributs de la déesse Anaïta, c'est qu'elle a un sagi orbig, c'est-à-dire qu'elle a un chien d'eau. Voilà. Alors, on a dit, est-ce que c'est le castor? Parce que par ailleurs, elle a la loutre, parce qu'elle a un manteau en peau de loutre, mais on a un autre nom pour ça, un chien d'eau. Alors, est-ce que c'est ça qu'on a voulu représenter? Bon. On ne peut pas aller plus loin. En tout cas, à la même époque, à ce temple 2, on voit, il y a des images qui, elles, incontestablement représentent la déesse Nana, telle qu'on va continuer à la retrouver jusqu'à la fin, assez souvent avec
son trône non pas en chien, mais en lion. Et là, ça la caractérise absolument. Et la plus spectaculaire, sans doute la plus ancienne image de Nana dans ce temple. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'avec cette deuxième version de la déesse au dragon aquatique, on a une procession d'adorants. Alors, j'attire de divers âges. Vous voyez, celui-là est jeune, celui-là plus grand. Alors, curieusement, et là, il faut vraiment, bon, j'attire votre attention parce que ça ne se voit pas tout de suite. Ils portent des masques. Celui-là, regardez, c'est un masque, il y a le nez, les sourcils, la moustache et un grand chapeau. Et là aussi, c'est un masque. Donc, on a dit un carnaval, une procession théâtralisée. Voilà, alors il y a quelques détails qui pourraient laisser penser que ce sont des acteurs. Le costume est bizarre, ce n'est pas le costume habituel. Il y a des dissymétries dans le rendu dans le costume qui laisseraient penser à des acteurs de pantomime. C'était l'hypothèse de Marchak. Bon, c'est toujours pareil, on ne peut pas aller plus loin actuellement. Alors, Nana, telle qu'on la connaît habituellement, à 4 bras, elle apparaît de manière extrêmement spectaculaire dans la peinture qui orne la salle à 4 colonnes à l'entrée du temple 2. La voilà. Alors, c'est une aquarelle faite à l'époque, ils n'avaient pas compris tous les détails. Bon, il se trouve que maintenant à l'Ermitage, ils l'ont nettoyé. C'est quand même bon, beaucoup de choses ça a beaucoup pâli, mais on voit mieux certains détails. Mais à ma connaissance, cette version nettoyée n'a pas encore été publiée. Donc on doit se fier aux vieilles aquarelles de 1954. Alors voilà Nana debout. Vous voyez qu'elle a 4 bras. 1, 2. Bon, là on ne voit pas, mais ça suffit pour dire qu'elle en a 4. Le dessinateur qui a fait cette copie ne l'avait pas compris. Mais là, on voit bien qu'il y a 4 bras. Elle a les cheveux épars, des cheveux roux épars. Elle a un halo, on voit que c'est une déesse. Elle lève un de ses bras au ciel. Elle a un costume, une robe noire à plis. Très important pour la suite. Elle n'est pas seule. Il y a 2 femmes avec elle, dont une ici qui a longtemps posé problème et que j'ai identifiée. C'est Déméter. C'est la déesse grecque Déméter, dont on a su plus tard qu'elle avait continué à exister en Bactriane et en Sogdiane. Son nom a été reconnu par Sims Williams. En Bactriane, elle a fini par s'appeler Dremat et en Sogdiane, Gémat. Mais ça vient de Déméter. Et elle a donné son nom à un des mois du calendrier. Voilà. Alors, c'est Déméter se lamentant sur la perte de sa fille Perséphone, enlevée par Hadès aux enfers. Qu'est-ce qui permet de le dire ? Déméter erre dans la plaine de l'Attique qu'elle a condamnée à la sécheresse tant qu'on ne lui aurait pas rendu sa fille. Elle s'est mise sur la tête un long voile que vous voyez ici. Et vous voyez ici ce qu'elle fait, elle porte à terre une torche. Et ça, c'est typique des mystères de Déméter, des mystères de Déméter à Éleusis. On vient en procession avec des torches. C'est Déméter. Alors, ces 2 dames se lamentent sur quelqu'un qui est mort dans un catafalque ici, qui est mort ou qui semble mort. On a dit longtemps, c'est un dieu. Ben non, c'est une déesse. Elle a des longs cheveux. Il y a des gens qui portent le catafalque. On voit des gens qui portent des vases. Oui, celui-là porte un vase.
Vous voyez ici, c'est une scène typique de lamentation, comme on voit sur des ossuaires. Les gens se font des incisions au visage. Ils se coupent les cheveux, ils se font des incisions au visage. Celui-là se fait une entaille à l'oreille. Alors, bon, c'est pas qu'il veut faire comme Van Gogh, c'est que toute personne qui a élevé des jeunes enfants sait très bien que les blessures qui saignent le plus, que les enfants s'infligent en se bagarrant, c'est les blessures à l'oreille. Ça coagule très lentement. Et c'est évidemment pour ça que dans ces lamentations, on s'entaillait l'oreille. Parce que sans se causer des grands dommages corporels, c'était très impressionnant, ça saignait de partout. Bien. Alors, il se trouve que, pour interpréter cette scène, une fois n'est pas coutume, on a deux textes, un texte chinois et un texte manichéen sogdien. Alors, texte chinois, c'est un témoignage oculaire. C'est un ambassadeur chinois, Wei Tsié, qui en 607 est à Samarcande, et qui écrit « Ils disent que l'enfant divin est mort le 7e mois. » Alors, il a en tête le calendrier chinois. Ça nous met au mois d'août, donc c'est une fête estivale, et qu'on a perdu ses os. Les gens chargés de rendre un culte aux dieux, chaque fois qu'arrive ce mois, revêtent tous des habits noirs formant des plis. Ils vont pieds nus, se frappant la poitrine et se lamentant. Alors ça, c'est exactement ce qu'on avait en Mésopotamie, attesté encore, je crois, dans les premiers siècles de notre ère. Oui, parce qu'on a ça chez les Sabéens, c'est raconté par des auteurs arabes. C'est le culte de Tammuz, le dieu de la sécheresse, le dieu de la végétation, qui est l'amant de la déesse Nana, Ishtar Nana, et qui est mort, qui disparaît sous la terre. Et Nana se lamente. Et alors l'histoire des os qu'on a perdus, ça fait également tout à fait sens d'après la mythologie mésopotamienne. Les os qu'on a perdus, ça veut dire le grain qu'on a moulu. Voilà. C'est directement un rituel agricole. Les Chinois ont parfaitement décrit ce rituel sans comprendre de quoi il s'agissait. Et alors, détail extraordinaire, les habits noirs formant des plis, ben les voilà. Nana les porte. Et donc tout le monde se lamente. Et, cerise sur le gâteau, on a un texte manichéen en sogdien, trouvé à Tourfan, qui décrit le même rituel, en le condamnant, en montrant toutes les horreurs des religions qui avaient précédé la révélation du prophète Mani. Là se produisent effusion de sang, abattage de chevaux, lacération des visages, coupure des oreilles. C'est exactement ce qu'on voit sur la peinture. La dame Nana, accompagnée par ses femmes, marche vers le pont. Elles brisent des vases, elles poussent des grands cris, elles pleurent, elles déchirent leurs vêtements, elles répandent leurs cheveux et elles se jettent à terre. Et plus loin, dans le texte, on aperçoit la mention de Jimat, Déméter. On parle d'une ville, on parle d'une armée et on parle de la malédiction de la sécheresse. Donc on est en plein dans le culte de Déméter. Alors voilà, les femmes se jettent à terre, il y a Déméter, on se coupe les oreilles. La seule chose qu'on ne voit pas ici, c'est des chevaux. Mais sur d'autres parties de la peinture, on voit des chevaux qu'on amène en procession, donc vraisemblablement, il y a une allusion au sacrifice des chevaux. Et lui, il a un vase, donc, qu'il va sans doute jeter. Alors, l'interprétation, là j'ai terminé, et je vous laisse méditer sur l'interprétation possible de tout ça, que je vais vous exposer donc au cours suivant. Après quoi, j'en viendrai à la partie finale du cours. Il restera encore donc, la séance prochaine et encore une, et qui sera une prise de vue de publications récentes sur
l'histoire et la géographie du peuplement et de l'irrigation dans les grandes oasis sogdiennes de Samarcande et de Boukhara. Ça, c'est de l'actualité archéologique parce qu'il y a des ouvrages qui sont en train de sortir. Eh bien, je vous dis donc à la semaine prochaine.